ce qu'il y a, c'est que nous faisons porter le questionnement autour de la transition économique et écologique dans l'activité industrielle et dans le rapport au travail. C'est-à-dire que pour nous, crise de l'imagination, crise de la transition, questionnement autour de comment on invente demain, en tenant compte de la réalité du vivant, telle que les scientifiques nous la donnent aujourd'hui. La réalité du vivant, c'est, pour aller vite, l'effondrement des ressources, l'épuisement des ressources minières, des ressources fossiles, des ressources fissiles, l'épuisement des ressources halieutiques, et comment, pour faire face à cette réalité, comment on peut réinventer l'industrie, le fait d'être ensemble pour créer un objet, un produit, un service, en respectant ce qu'il reste des ressources, et même si possible, en contribuant à remplacer les ressources manquantes. Comment est-ce qu'on peut revenir au vivant? L'entreprise industrielle, depuis le 19e siècle, c'est l'exploitation des ressources pour, si je suis Schumpeter, aller vers la destruction créatrice. Dans le fond, je transforme en autre chose et le monde avance. Mais ça, c'est dans un monde fini. Alors là, il y a un paradoxe, et ce paradoxe nous est apparu dans l'entreprise dans laquelle je travaille et avec l'équipe avec laquelle je travaille, parce que, justement, nous confrontons la fin d'un monde et l'épuisement des ressources dans le même temps. C'est-à-dire, on fabriquait des enveloppes en papier, et le numérique est arrivé, et le numérique nous dit vos enveloppes en papier, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler, moi je vais passer tout ça par la dématérialisation. Et la dématérialisation, c'est drôle comme mot. Ça voudrait donc dire que le numérique passe dans le cloud. Voilà, en termes d'imagination, on va loin. Il n'y a donc pas de matière, dématérialisation. Il n'y a pas de matière, pas de matériaux, pas de matériel. Ça serait ça le monde d'aujourd'hui, celui dont on nous dit qu'il est high-tech. Waouh! High technology, c'est dématérialisé. Cloud computing. On part dans les nuages et il n'y a plus de matériel. Or, la réalité est exactement le contraire. La réalité est exactement le contraire. En fait, l'industrie numérique est extrêmement consommatrice d'énergie, extrêmement consommatrice de matière. Et donc, à la fois, il y a une provocation de l'imagination, c'est-à-dire on m'envoie penser le contraire de ce que je fais vraiment. Alors ça, c'est quand même une distanciation qui est drôlement intéressante. Mais si on est cynique, on ne la regarde pas. Mais si on n'est pas cynique et qu'on est dans le rapport au monde vivant, alors on est obligé de se questionner par rapport à ça et on a un problème de perception. Et je pense, pour ma part, que le premier problème de notre époque est un problème de perception. Quelle est l'histoire que collectivement on se raconte? Si d'un côté, j'essaye de clarifier ma pensée, si d'un côté les scientifiques du groupement intergouvernemental des études sur le climat nous décrivent une situation scientifiquement, en nous disant voilà, le climat se réchauffe, les déchets s'accumulent et les terres s'épuisent. D'ailleurs, au passage, les gens s'épuisent aussi. Et d'un autre côté, on nous raconte une belle histoire de cloud, tout se passe dématérialisé comme ça, pouf, ça n'existe plus, c'est tout à fait évanescent. C'est pas la réalité telle que je la comprends. Et donc, on est face à un paroxysme, un paradoxe, une situation qui nous trouble, jusqu'à nous emmener vers le burn-out quelquefois, qui est d'un côté un monde fini, et les scientifiques sont assez précis, et d'un autre côté un monde évanescent, où tout serait possible, et où... Au milieu de tout ça, la compréhension dans notre équipe que nous ne sommes rien,
pour changer le monde. 63 personnes dans une petite entreprise du nord de la France, mal partie, et qui, il y a 25 ans, assume une situation où on utilise n'importe quel papier qui provient de n'importe quelle transformation de la forêt, avec des produits de toute nature. Alors des très beaux vernis, des très jolies couleurs, mais tout ça est extrêmement toxique. Et donc, clairement, un problème par rapport à la santé humaine et immédiatement un problème par rapport à l'écologie. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est possible d'avoir du travail sans s'empoisonner la santé et sans empoisonner l'environnement? Donc des questions simples, des questions formidablement simples qui nous ont amenés en 25 ans, mes 63 collègues et moi, à tout changer dans notre activité. Mais tout changer dans l'activité, ça passe nécessairement, c'est ce que j'ai essayé de dire dans cette trop longue introduction, j'ai essayé de vous dire que ça passe nécessairement par une phase de réflexion, de conviction, de recherche, où l'imagination est provoquée en permanence et où incontestablement le support pour les idées sur lesquelles on travaille, c'est l'art. C'est-à-dire que si les artistes ne sont pas là pour inventer, nous montrer un monde qui n'existe pas et nous projeter dans cette perspective-là, il n'y a pas de possibilité de répondre à la problématique qu'on rencontre. Je ne peux commencer à penser le monde du travail que si j'ouvre mes portes à l'intervention artistique, à la recherche scientifique, à la fréquentation des livres. Mais nous sommes une population d'intouchables. Nous sommes une population de gens extrêmement peu éduqués. Nous sommes une population qui commence son travail dans l'usine à 16 ans, dans les années 60, 70, et qui va travailler dans cette entreprise, si possible, toute son existence, en s'empoisonnant et en utilisant ses mains, en atteignant des niveaux d'usure du squelette qui rendent malade. Et on n'a pas accédé à la connaissance, on n'a pas accédé aux livres, on n'a pas accédé à la formation, on n'a pas eu du temps pour ça. On est sous pression, il faut produire. Comment on sort de ça? Comment on essaye de, alors, pas changer le monde à nous tout seuls, mais comment est-ce qu'on peut contribuer à notre échelle à rendre le travail productif sans détruire? Donc, l'idée d'entreprendre sans détruire, elle naît, elle est construite, elle se structure, en gros, autour de ces axes que j'ai essayé de donner. Nous, humains, sommes une espèce parmi 10 millions d'autres espèces. Prendre conscience de cette place et du poids qu'on représente sur cette planète, 98% de la biomasse aujourd'hui, 1% de la biomasse à l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cette espèce invasive qui a pris le dessus ou s'imagine avoir pris le dessus sur cet ensemble? Quel est ce rapport au monde qui est le nôtre? Quel est notre rapport au vivant? Je veux dire que ce que l'on évoque, c'est la question de la finitude, de notre rapport à la finitude, l'espèce de rapport à la toute-puissance, de rapport à tout le propos et toute la construction autour du high-tech, autour de l'accumulation, autour même de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire cette espèce de déshumanisation de l'humanité. Dans ce rapport, si vous voulez, au travail, dans ce rapport à l'épuisement des ressources, à la déshumanisation de l'humanité, nous, ce qu'on propose, qui est une alternative, qui n'est pas une solution certaine, nous n'avons pas de certitude, on essaye de se forger des convictions, c'est l'idée qu'on doit pouvoir se réapproprier le rapport au travail pour que, 1, l'objet que l'on imagine soit utile, 2, quand on le produit ou quand on le transforme, que cet objet utile ne soit à aucun moment à l'origine de l'épuisement d'une ressource. Ça veut dire, pour être concret,
Si je fabrique des enveloppes en papier, il faut que le papier provienne d'une forêt gérée durablement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Gérer une forêt durablement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un arbre est coupé, 10 sont replantés dans le respect de la biodiversité des espèces. Point numéro 1. Point numéro 2, on vérifie bien sûr qu'au moment où on replante, on a vérifié la biodiversité des espèces. Donc une partie de la forêt est replantée par pollinisation. Ce ne sont que des coupes d'éclaircies et jamais des coupes à blanc. Et une partie est donc replantée par la pollinisation et l'autre partie est replantée par la main de l'homme, à condition qu'on ait préalablement pris soin de préserver la nature du sol et la chimie des sols. Bien sûr, il se passe énormément de choses avec les échanges avec le sol, les mycéliums et tout le travail du sol. Donc, on fait très attention à ça. Quand on a exploité la forêt de cette manière-là, on s'occupe que l'usine qui va transformer le papier, qui consomme de l'eau, restitue l'eau plus propre à la sortie, si possible, qu'à l'entrée. Mais plus propre ne veut pas dire neutre ou morte. Il faut qu'on puisse réinjecter suffisamment de bactéries et d'organismes vivants pour que cette eau soit à la bonne température dans son environnement naturel et 95% de l'eau qu'on a utilisée est restituée à l'environnement dans ces conditions-là. Troisièmement, on s'occupe que dans la recette du papier lui-même, et là pour ça on va procéder par une analyse du cycle de vie, qui est une méthode qui peut être, si on est dans une démarche réellement intègre, éthique, j'ose le mot, alors avec des vérifications scientifiques et des panels de chercheurs qui vérifient que la procédure est exacte. Après, on peut référencer à l'ONU chez EcoInvent tout le procédé de recherche. Alors, à cette condition-là, n'est-ce pas, on va vérifier qu'on ne rajoute pas des produits toxiques dans la recette du papier. Parce que si la recette base de la matière première principale de votre produit est parfaitement saine et biodégradable et recyclable, mais surtout biodégradable, alors ça veut dire que si on travaille bien, en fin de vie, ce produit ne laissera aucune trace toxique de sa transformation, de son passage, de son utilisation. Je pourrais continuer pendant 2 jours, mais pour ne pas être trop long, le produit qu'on a transformé, cette petite enveloppe qui n'a l'air de rien, est en réalité, aujourd'hui, cette usine est négative en CO2 de 36 000 tonnes par an, à elle toute seule, produit jusqu'à 2 milliards d'enveloppes par an, occupe 63 personnes, est zéro plastique, zéro fossile, pas de gaz, pas de pétrole, zéro fissile, on est en France dans l'industrie du Nord, on pourrait être relié au réseau électronucléaire, nous n'y sommes pas, et autosuffisante en ressources hydriques industrielles, je vais y venir dans une seconde, et autosuffisante en énergie. Ça veut dire que sur cette usine qu'on a pu progressivement rénover, on a fait en sorte de pouvoir être autonome en énergie en produisant nous-mêmes de l'énergie sur les panneaux solaires. Mais les panneaux solaires qui viennent d'Europe, qui n'ont pas traversé les océans pour venir jusqu'à nous, n'ont pas été fabriqués sur le continent asiatique, ils ont été fabriqués en Europe, assemblés en Europe, livrés chez nous, et nous produisons notre propre énergie. L'eau provient de la toiture. Le nord de la France reçoit encore de l'eau. Et donc, on a végétalisé le supplément de la toiture pour pouvoir, sur des petits sédums qui ont été sélectionnés pour être des petites plantes locales, et on a en fait la capacité de tamponner l'eau de pluie sur la toiture, de la filtrer, de la passer dans des cuves. Comme on a changé nos encres il y a maintenant 20 ans, près de 20 ans, contre des encres à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds, alors on peut nettoyer nos machines qui ont été souillées par les encres quand on change de couleur, avec du savon de Marseille et de l'eau de pluie. Quand on a fini ce traitement-là, on a une sorte de souillure qui n'est pas toxique et qui est une boue qu'on liquéfie, on la mélange avec de l'eau de pluie et on la fait passer sur le système racinaire d'une bambousée de phytorémédiation où le système racinaire active des bactéries qui décomposent la souillure, s'en nourrit et qui engendre de la tige de bambou. Cette tige de bambou, comme elle pousse, au bout de 4 ans, elle est moins efficace. On la coupe, on la réduit en pellets et on fait un complément pour le chauffage de l'usine avec. Donc, on a aussi coupé le gaz. Donc, l'usine se chauffe à l'eau de pluie, si je me résume. Donc, l'activité de production entre soudain dans une nouvelle démarche qui est une démarche
non destructrice, mais plutôt de transformation créatrice. Et c'est ça l'idée, c'est que quel que soit le métier que l'on fasse, plutôt que de se projeter dans un monde d'humains déshumanisés, pour le dire vite, et si on revenait plutôt au monde de la connaissance et de l'imagination produite par les artistes et leur travail. Les scientifiques nous disent, vous inventez par exemple la transformation de l'algue. Et vous dites, voilà, l'algue est probablement un matériau du futur, que je la trouve autour de la Méditerranée, que ce soit une algue tout à fait profitable pour l'environnement ou au contraire invasive, je peux en faire quelque chose parce que la recherche scientifique m'aide à trouver le matériau du futur qui va remplacer les énergies fossiles, par exemple. Alors ça, c'est très intéressant. Et on pense que toute l'industrie, dans les 20 ans qui viennent, va forcément basculer de ce côté-là, si on veut avoir une chance de tenir les objectifs que le GIEC nous recommande de tenir. Donc le GIEC, c'est notre feuille de route. Chaque nouveau rapport est notre feuille de route. Et sur cette base-là, forcément, la pénibilité au travail, la transformation créatrice, ça passe par la formation. Dans transformation, il y a formation. La formation tout au long de la vie. Et donc, nous avons, nous, pour faire de l'économie, choisi, il y a 25 ans, de ne jamais distribuer de dividendes. Alors, je l'explique, c'est facile à dire parce que je me suis engagé dans une entreprise qui ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, c'est très facile à dire quand on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et de dire, en fait, cet argent, il est le produit du travail du collectif et de chaque individu. Et donc, on va remettre cet argent dans l'entreprise pour alimenter, en fait, la recherche, le développement, l'innovation, l'imagination pour essayer d'inventer un produit dont on puisse encore vouloir et qui soit utile sans être destructeur. Alors, d'abord, donc, réinvestissement systématique de l'argent dans l'entreprise et les salaires de 1 à 4. 1, c'est le salaire minimum français et 4, c'est 4 fois. Il y a une personne qui touche 4 fois. La moyenne, c'est 2,7 fois le salaire minimum. Et moi, je suis au salaire minimum depuis 10 ans parce qu'il y a eu un incendie chez nous et que depuis ce moment-là, j'ai considéré que tant que l'entreprise n'allait pas mieux, je ne pouvais pas demander plus. Donc, il y a une espèce de démarche qui consiste à s'appliquer à soi-même les règles que l'on propose. À force de procéder comme ça, on a fini par venir nous voir, nous questionner, nous dire « bah oui, moi aussi, à titre personnel, je m'intéresse à l'écologie, je réduis les déchets, je suis même zéro déchet, et puis je n'utilise pas de voiture, je ceci, je cela. » Et oui, et au titre du travail, on fait quoi? Parce que les gens dans l'entreprise, en franchissant les portes de l'entreprise, ne perdent pas leur citoyenneté, en tout cas dans nos démocraties. Et ils ont le droit d'être des citoyens concernés. Et donc, les actes de management ne peuvent pas aller contre leurs convictions individuelles et collectives de personnes engagées, très concernées par la question du réchauffement climatique et de l'aggravation de la situation, de l'accumulation des déchets sur cette planète et de l'épuisement des ressources, et venir au bureau et oublier tout ça jusqu'au journal télévisé du soir où de nouveau c'est le problème. Alors non, ça, de nouveau on est dans l'injonction paradoxale, on est projeté contre notre propre impuissance et ça nous rend tout à fait neurasthéniques. Donc l'idée c'est de dire finalement l'argent gagné par l'entreprise est un moyen d'entreprendre, c'est pas une fin en soi et on va réussir à garder l'indépendance de décision qui est tellement importante au détriment de tout le reste. Ça veut dire qu'on a renoncé à devenir numéro 1 mondial ou numéro 1 européen ou français ou régional. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut établir un équilibre qui soit tenable sur le long terme et où l'argent est un moyen d'entreprendre et pas une fin en soi. Et où donc, à force de procéder comme ça, avec la durée du temps long, on a pu, réduire la pénibilité du travail et faire en sorte qu'en effet la santé au travail soit notre priorité. En effet, ce serait dingue d'imaginer de fabriquer des enveloppes et de s'en épuiser la santé. Il faut pas, c'est pas envisageable, c'est pas possible à penser ça. Deuxièmement, si on protège la santé humaine, on protège aussi en fait l'écologie parce que nous sommes faits à 60%
d'eau. Donc, il y a bien sûr quelque chose du rapport au monde. Et donc, notre usine est devenue un lieu qui, à 85% de sa petite surface, est complètement végétalisé et rendu à la nature. C'est sauvage. Il y a des plantes partout, des oiseaux partout, des insectes partout, du lierre qui pousse sur les murs dans une épaisseur de 2 mètres, parce que c'est comme ça qu'en fait il nous fait des fleurs pendant tout l'hiver, que les abeilles du rucher viennent butiner pendant presque toute l'année. Et puis, comme on a la chance d'être dans un village, mais sur une bordure d'un parc naturel, alors ça nous a permis de faire venir des chercheurs du CNRS pour essayer, parce que nos sols sont très lourdement pollués dans notre région. Et donc, il y a des chercheurs du CNRS, professeur Marie-Odile Simoneau et Guillaume Echevarria, qui ont trouvé les plantes hyperaccumulatrices et qui viennent récupérer dans le sol, par les systèmes racinaires, tous les métaux lourds, toutes les terres rares, tous les produits toxiques qui s'y trouvent et qui, attention, produits toxiques qui s'y trouvent, qui produisent en fait les maladies d'aujourd'hui aussi. C'est que comme ça change quand même l'ARN des plantes, le plastique résiduel qui, par exemple, est dans les sols, change aujourd'hui, on prouve que ça change l'ARN des plantes. Donc ça a des conséquences sur la santé globale, tout le temps. Il n'y a pas que l'océan qui est pollué par le plastique, il y a aussi les terres et l'atmosphère. Donc, comment on fait à notre échelle pour changer ça? Alors, on travaille sur les plantes hyperaccumulatrices, on analyse les sols, et quand le sol est soigné, alors on fait de la permaculture, de l'agroforesterie, de la phénoculture, avec d'autres équipes en autosuffisance, pour pouvoir considérer que l'entreprise n'est pas à l'extérieur du monde, mais elle participe de la société. Et donc, le questionnement de tout à l'heure, qui était celui par lequel nous avons commencé notre conversation, qui était qu'est-ce que c'est que ce rapport au travail que nous propose une industrie de demain, qui est déjà celle d'aujourd'hui, et qui serait une industrie qui ne se repose pas uniquement sur des raisonnements du passé, mais qui essaye au contraire de tenir compte du vivant, de la réalité dite par les scientifiques du GIEC, tenir compte du vivant. Qu'est-ce qu'on fait de notre rapport au travail dans ces conditions-là? On ne se raconte pas d'histoire à nous-mêmes, on n'est pas dans le cloud machin ou dans le n'importe quoi, on est dans le réel. J'ai besoin d'avoir du travail, mais quand je travaille, je veux entreprendre sans détruire.